19h45, la Barre Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 25 septembre 2023. Et toutes nos excuses pour ce léger retard. Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier le départ aussi bien de l'ambassadeur de son pays au Niger que celui des troupes françaises stationnées sur le territoire nigérien. Une nouvelle qui n'a pas laissé indifférents les Nigériens, dont je vous invite à suivre quelques-uns. Finalement, on aura la paix, les Français vont quitter. Vraiment, je remercie les militaires et la population de tout ce qu'ils ont fait, le sitting. Vraiment, je les félicite beaucoup. Les Français n'ont qu'à aller chez eux, on ne veut rien d'eux. Et ils ont demandé des négociations, on ne veut plus négocier avec eux. Ils n'ont qu'à garder ce qu'ils ont avec eux. Nous, on va garder notre pays, on va gérer ça comme il le faut. Ça fait trop longtemps que la France a amené l'armée ici au Niger, mais ils n'ont pas pu éradiquer le terrorisme. Donc, on a des arrière-pensées en ça, vraiment. On n'est pas ravis, vraiment, de leur compagnie avec nous. Parce qu'on le sait très bien, ils sont là en train de nous détruire à petit feu. On est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur. Parce qu'ils n'ont rien fourni ici au Niger. Effectivement, nous sommes contents du départ des Français puisque ça a été, durant des décennies, ils disent qu'ils nous aident. On n'a vu aucun aménagement. Maintenant, on va essayer de se débrouiller seul puisque leur contribution, on n'a vu aucun changement durant leur aide qu'ils nous ont dit. Il faut que les militaires français quittent immédiatement puisque vraiment, on n'a pas besoin d'eux. On n'en a pas besoin d'eux. Les populations du quartier Bangabana, c'est dans le 5e arrondissement communal de Niamey, étaient sorties massivement hier pour apporter leur soutien indéfectible au CNSP. Elles l'ont fait savoir à travers une déclaration rendue publique dont je vous propose de suivre la teneur. Nous, population du quartier Bangabana, considérant le communiqué du 26 juillet rendant public l'accession du CNSP au pouvoir, témoin du soutien populaire dont jouit le CNSP, considérant les défis qui se dressent devant notre pays, de par l'adversité inhumaine et inexpliquée que lui opposent certains de ses propres fils, certaines organisations régionales et certaines puissances impérialistes, capitalistes et néocoloniales. Déterminés à faire face à faire tout notre possible pour que la révolution amorcée au Niger puisse réussir et apporter ses fruits pour le mieux-être de tous les Nigériens, nous apportons notre soutien indéfectible au CNSP et au gouvernement de la transition. Nous soutenons l'adhésion du Niger dans l'Alliance des États du Sahel nouvellement créée AES. Nous dénonçons les sanctions illégales et inhumaines prises par la CEDEAO contre notre pays. Nous exigeons le départ sans délai des mercenaires déguisés en militaires, des mercenaires français déguisés en militaires pour entretenir l'insécurité dans notre pays. Nous exigeons le départ du sans-papier, M. Ité, terré tel un rat des égouts dans les locaux de l'ambassade de la France, un pays impérialiste qui ne cesse de s'ingérer dans les affaires intérieures du Niger avec une attitude colonialo-paternaliste comme s'il a une leçon à donner au peuple vaillant, digne et indépendant du Niger. Nous exigeons une véritable refondation de la République pouvant aboutir à une réforme du système éducatif, une réforme sanitaire, une révision du système judiciaire, une révision du code minier afin que les ressources minières du Niger profitent aux Nigériens, la revalorisation des secteurs sociaux de base tels que l'agriculture et l'élevage. Nous demandons au CNSP et au gouvernement de la transition de procéder à l'expulsion sans délai des ambassadeurs de certains pays de la CEDEAO
notamment celui du Nigeria, celui de la Côte d'Ivoire, celui du Bénin et celui du Sénégal. Nous condamnons l'attitude du SG, secrétaire général des Nations Unies, envers la délégation nigérienne à la dernière Assemblée générale de l'ONU. À cet effet, nous demandons au CNSP et au gouvernement de la transition de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne et du représentant résident de l'ONU au Niger. Nous saluons la création de la commission de la lutte contre la délinquance économique et financière. Nous fondons l'espoir qu'elle travaillera en toute indépendance. Nous adressons enfin nos salutations fraternelles aux peuples frères du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, de l'Algérie, ainsi qu'aux panafricains qui nous soutiennent de partout dans le monde. D'origine béninoise, le leader du panafricanisme a foulé ce jour 25 septembre 2023 le sol nigérien. Présent au Niger dans le cadre des événements actuels dans notre pays, Kémy Séba aura durant son séjour plusieurs activités à mener, nous rapportent nos reporters Boubacar Ibrahim et Sadou Domi. Acteurs et associations panafricanistes nigériens, Kémy Séba, le leader du panafricanisme, a reçu à sa sortie de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey un accueil de grand jour de la part des militants nigériens. Cette présence de Kémy Séba au Niger est justifiée à plusieurs aspects. En tant que patriote, en tant que Nigérienne, en tant qu'Africaine, c'est vraiment un devoir pour moi de venir accueillir Kémy Séba, qui n'est plus à présenter, qui est notre icône et leader, incontournable si vous voulez. Donc je suis venue accueillir Kémy Séba parce que c'est quelqu'un qui lutte contre la France, si on veut, si vous voulez. Et donc pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de venir l'accueillir aujourd'hui. Il va venir, ou disons, il est même là au Niger pour nous accompagner dans cette lutte noble que le Niger est en train de mener afin de lutter contre les Français, de chasser les bases militaires françaises sur notre territoire, mais également de lutter contre tous les ennemis du Niger, mais voire même les ennemis africains. Ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est pour la souveraineté de nos États, mais surtout la souveraineté de l'Afrique. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui un grand militant panafricaniste comme Kémy Séba puisse se retrouver aux côtés du peuple fier du Niger, aux côtés de ce peuple digne du Niger qui a décidé aujourd'hui d'accompagner ses autorités dans cette lutte contre l'impérialisme. Vous devrez savoir que dans ce combat-là, les panafricanistes du monde entier ont soutenu le Niger. Vous devez savoir que sur les réseaux sociaux, souvent ceux qui se battent sont des panafricanistes de d'autres pays. C'est tout à fait normal que si Kémy vient aujourd'hui, avec l'aura qu'il a, il sera un ambassadeur du Niger sous tous les toits pour expliquer ce qui s'est passé au Niger et pour montrer au monde entier que le peuple nigérien est debout comme un seul homme derrière les autorités du CNSP pour dire non à la France, pour demander aujourd'hui au peuple de réécrire une nouvelle page de notre histoire pour aller vers une vraie indépendance. Dans l'interview qu'il a accordée à l'occasion, Kémy Séba a déclaré être là pour célébrer avec les Nigériens la chute de Mohamed Bazoum qu'il juge être à la solde de la politique française. En tant que président de l'ONG Urgence panafricaniste, une organisation qui est auprès du peuple nigérien depuis des années, qui se bat contre le néocolonialisme, qui dénonçait la présence de la France-Afrique dans ce pays, dénonçait les injustices sociales et les inégalités sociales criantes dans ce pays. Nous étions là quand les criminels de la France-Afrique étaient à la tête de ce pays. Nous étions là quand Bazoum était présent à la tête de ce pays et asphyxiait sa population. Nous étions là quand Sylvain Ité, le mafieux ambassadeur de France, était présent. Il est tout à fait normal que maintenant que les choses sont en train d'avancer, nous soyons présents aux côtés du peuple du Niger. Nous l'avons dit depuis des années aux dirigeants français, la France-Afrique, nous allons la couler tous ensemble. C'est une question de génération, c'est une question de peuple, c'est une question de souveraineté. Ils ont tué nos pères, ils ont tué nos mères, mais nous ne tuerons pas les enfants. Nous sommes une nouvelle génération. Nous ne sommes pas un peuple qui veut se soumettre, comme on nous l'a dit, à d'autres colons, non. Nous voulons la multipolarité, nous voulons choisir nos partenaires. Nous ne voulons pas qu'on nous impose nos partenaires. Notons enfin que durant son séjour à Niamey, Kémy Séba aura plusieurs activités à mener dans la capitale nigérienne.
Acheminement ce matin des fournitures scolaires de la région de Difa et d'Agadez. La ministre de l'Éducation, accompagnée du ministre des Transports, du chef d'état-major de l'armée de l'air et des cadres du ministère, était au lieu de départ du matériel qui seront acheminés par vol. C'est ce que nous rapportent Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Mettre à la disposition des élèves des fournitures scolaires pour assurer une bonne rentrée académique, telle est la volonté des nouvelles autorités. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales s'est rendue à la base aérienne 101 de Niamey, où elle a trouvé des braves militaires chargés les C-130 pour l'acheminement des fournitures dans les régions les plus éloignées du Niger, à savoir Agadez et Difa. Beaucoup de nos concitoyens se posaient des questions sur la date de la rentrée, sur les préparatifs de la rentrée. Et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont voulu répondre à ces questions, ces préoccupations légitimes à travers des images et des actions concrètes. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici pour observer le départ des premières fournitures qui sont destinées aux régions les plus reculées de ce pays en vue de la rentrée du 2 octobre 2023. Le ministre des Transports, le colonel Salissou, Mohamed Salissou et le chef d'état-major de l'armée de l'air, le colonel Mainasara Salifou, sont présents au tarmac pour superviser le chargement. La ministre n'a pas manqué de remercier ses autorités dont, à la tête, se trouve le général de brigade Abdraman Tchani pour sa détermination en faveur de l'éducation. Les nouvelles autorités de ce pays tiennent à ce que, malgré les sanctions injustes et injustifiées qui sont imposées à notre pays, que nos enfants puissent reprendre les chemins de l'école de façon digne avec le nécessaire. Avec toute la solidarité des membres du gouvernement, des plus hautes autorités de cet État, le CNSP présent, le ministère aussi présent à travers tous ces cadres qui ont travaillé d'arrache-pied pour permettre ce moment que nous pouvons donc observer et qui reflète toute la détermination des nouvelles autorités de ce pays de faire vivre ce pays en dépit des circonstances que l'on nous impose injustement. C'est pas moins de 43 tonnes de fournitures scolaires qui sont acheminées dans les régions d'Agadez et d'Ifa. Ils étaient là depuis le 31 juillet dernier. Aujourd'hui, lundi 25 septembre, ils ont fini leur stage pratique au sein de la télévision Labari. Malgré leur statut de stagiaire, ces jeunes ont fait preuve d'une bonne collaboration avec le personnel de Labari, chez Bouissa et Nasser Seydou. Les stages au sein de la télévision Labari touchent à sa fin. Et il est temps de dresser un bilan de cette expérience enrichissante au cours de leur stage. Les stagiaires ont eu l'opportunité de collaborer avec les personnels de la télévision Labari. Dans un esprit d'équipe, les initiatives prises, l'efficacité et l'accomplissement des tâches ont été remarquables. Dès le début du stage, il était évident que les stagiaires étaient intégrés au sein de l'équipe. Le personnel a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit en accueillant les stagiaires et en leur offrant des opportunités d'apprentissage. Depuis que l'IFTIC a commencé à envoyer des étudiants en stage au niveau du groupe de presse Labari, je peux dire que je n'ai pas eu de problème particulier avec aucun stagiaire. La collaboration a été parfaite, je suppose, sur le plan administratif avec tous les étudiants. Vos encadreurs de l'IFTIC ou ESCOM maintenant qui viennent vous évaluer
peuvent le confirmer. Même avec eux, je n'ai pas eu de problème particulier, jamais et au grand jamais. J'ai toujours été en mesure de leur fournir tous les papiers qu'ils ont demandés, que ce soit les attestations de fin de stage, que ce soit les organigrammes, que ce soit l'historique, car c'est les choses que je maîtrise le mieux. Oui. Mais je me dis, il faut le dire aussi à vos frères. Les stagiaires n'ont pas hésité à prendre des initiatives tout au long du déroulement de leur stage. Ils ont proposé des idées novatrices pour améliorer certains processus et ont également suggéré des sujets intéressants pour les reportages. Ils se disent très satisfaits envers la reconnaissance du personnel de la télévision Labari. Malgré leur statut de stagiaires, ces jeunes talents ont fait des preuves d'une grande efficacité dans l'exécution des tâches qui leur étaient confiées. Nous sommes à la fin de notre stage et c'est pour nous une expérience justement pendant toute cette durée de notre stage. Et nous pouvons dire que la collaboration a été parfaite. Un sens élevé de responsabilité des personnels. Effectivement, en termes de reconnaissance, nous pouvons dire que nous pouvons nous en réjouir de la gentillesse quelque part des uns et des autres du personnel justement de la télévision de Labari, parce que nous avons été soutenus, nous avons été justement accompagnés sur le terrain, parce que vous savez, au début, ce n'est pas facile. Mais alhamdoulilah, maintenant, nous pouvons dire que nous maîtrisons pas mal de choses dans le domaine. La fin du stage à la télévision Labari a été marquée par une collaboration exemplaire entre les stagiaires et les personnels. Ainsi, donc, comme l'a dit un adage, tout est bien qui finit bien. L'on ne peut évoquer le néocolonialisme sans parler de la conférence de Berlin. Quels sont les principaux points de repère de la conférence de Berlin et la stratégie du néocolonialisme? Élément de réponse à travers cet entretien de Ahmed Abdou Moulay. Il est analyste politique. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Le point de repère sur la conférence de Berlin, je crois que de prime abord, je peux faire référence aux années 1830. Et à cette époque, la part de l'Europe dans le commerce international était faible. En revanche, l'Afrique, les États-Unis et le Canada étaient beaucoup plus dynamiques au plan des échanges commerciaux. Donc ça montre que l'Afrique était bien dans le paysage du commerce international à cette époque. Malheureusement, 1380, au plus fort temps du Mansa Moussa, il avait brandi dans sa main une pépite d'or. Et cette pépite a fini par susciter l'appétit vorace de certains Européens. Donc de 1880 à 1885, date à laquelle 14 États européens s'étaient réunis à Berlin en vue de se partager l'Afrique. Il s'est passé beaucoup de temps et les grandes orientations retenues au cours de cette conférence étaient les suivantes. D'abord, la libre circulation des échanges, la liberté donc des échanges et de circulation, la liberté de commerce. Il y avait également la liberté de circulation sur les grands fleuves africains. Je pense un peu au fleuve Congo, par exemple. Et ils étaient donnés une règle d'or pour l'implantation des territoires coloniaux. Ils disent, lorsque un pays européen arrive à attraper un bord de mer, donc un littoral, il peut continuer à coloniser jusqu'à ce qu'il rencontre un pays européen. Donc là s'arrête un peu sa colonisation. Le point de vue allemand à l'époque, Bismarck, qui était le premier chancelier allemand, lui voulait simplement une libre circulation au sein du continent. Par contre, le Portugal, soutenu par Jules Ferry, qui était le président du Conseil français, les deux disaient, ils considèrent que les territoires conquis
devenait effectivement un monopole commercial détenu par ces grandes puissances. Donc il y avait déjà une différence de vision. Et donc il y a eu une véritable course à l'occupation. Et en 1900, les Européens ont investi le continent africain, bien sûr pour en extraire les matières premières. À l'époque, c'était le caoutchouc, l'huile de palme, l'or, le cuivre, le diamant. Et en 1914 déjà, 90% du continent africain avait été découpé, partagé, entre seulement 7 pays européens, parmi lesquels on avait la France, il y avait l'Angleterre, il y avait également la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Et les frontières qui ont été tracées sur les 30 millions de kilomètres carrés à peu près du continent africain, ce découpage a été fait en transposant les intérêts des occupants sur notre continent sans tenir compte de la culture et de la civilisation africaine. Voilà le mal, à mon avis, qui a été fait. Alors, le cas de la Gambie est illustratif. La Gambie, c'est à peu près 450 km de long sur 50 km de large. À un moment, les Français avaient proposé à l'Angleterre de leur donner la Côte d'Ivoire en échange de cette partie fluviale. Et au cours d'une réunion au niveau de l'Assemblée parlementaire, ils avaient refusé effectivement parce que ça permettait d'acheminer les matières premières. Alors, il y a eu la liste des résistants est longue. On peut citer par exemple Amadou Kourandaga, de Zender, qui a effectivement tenu en échec à plusieurs missions. Voilà, on peut citer Firoun, n'est-ce pas, de Menaka. On peut citer Tegama, on peut citer Alpha Marou de Karma, on peut citer la Saronia Mangou, on peut citer également Amadou Nachentoum, et je peux ajouter également sur cette liste Chibo de Chikal, Filengue, pour ne citer que cela. Le côté limitant dans leur approche était qu'elle était cloisonnée, insuffisamment synchronisée. Par exemple, aujourd'hui, on a tout le Niger qui rime comme un seul homme. Et ce qui tient en échec, par exemple, cette France coloniale. Et le niveau d'équipement également était rudimentaire. Je dois souligner qu'il y a eu un éveil de conscience, un sursaut national. Donc ce sursaut-là se mesure actuellement à travers vraiment cette grande mobilisation des Nigériens. Alors, quelle stratégie française? On voit bien le discours de Macron quand il parle toujours de putschistes. Je crois que pour un peuple indépendant, c'est quand même une façon de rabaisser les Nigériens. Mais je le comprends parce que Macron agit dans l'esprit de la conférence de Berlin. Parce qu'à cette conférence, et ça c'est confirmé par Dr Arikana, qui était ambassadrice de l'UA aux États-Unis, disait que les Européens s'étaient attendus pour continuer à déstabiliser l'Afrique, pour la maintenir toujours sous domination politique et économique. Donc c'était un peu ce qu'elle disait. Je pense qu'elle a vu juste. Elle a fini par, je crois, avoir des soucis au niveau de l'UA. Voilà un peu. Alors, en termes de stratégie, il faut dire qu'il y a la mise en place d'une stratégie militaro-digitale. Il y a l'aspect militaire, mais l'aspect digital, la communication. Et dans cette communication, apparemment, ils veulent lutter contre la désinformation, mais eux-mêmes en faisant recours à la désinformation. Parce qu'ils pensent qu'il y a une certaine percée de l'influence de Moscou en Afrique. Mais en fait, ce n'est pas Moscou qui est venu ligoter les Africains. Non, c'est les Africains qui disent que Moscou n'a pas de passé colonial en Afrique. Voilà un peu ce qui fait la différence. Ce qui me fait dire que le poids de l'histoire devient un obstacle lorsqu'un peuple est incapable de se réinventer en tirant les leçons du passé. Il
Fort heureusement, pour le cas de l'Afrique en général, cette Afrique de renaissance, et pour le cas particulier du Sahel, ce Sahel est en train de se réinventer. Et je peux dire, sans de me tromper, que le XXIe siècle sera africain. Voilà, et en 2040, par exemple, il est dit que le PIB africain sera supérieur au PIB cumulé des États-Unis et de la zone euro, leur niveau de 2012. Ça montre effectivement qu'il y aura une plus grande appropriation des matières premières, leur revalorisation, afin effectivement d'avoir une économie qui se porte mieux. La place des pays du Liptako, alors, je me félicite déjà de ce que le 15 septembre dernier, que les 3 chefs d'État aient effectivement signé un accord donc portant sur une défense commune. Voilà, donc c'est l'alliance, n'est-ce pas, des États du Sahel. Et je pense que pour voir clair, il y a lieu également de planter le décor en regardant quelques chiffres pour ces 3 pays-là, quelques données. Par exemple, pour la population, Niger, Mali, Burkina, en 2023, on a à peu près 73 millions d'habitants pour cet espace-là. Cette population est appelée à évoluer en 2050 pour atteindre environ 156 millions. Et je pense à la loi des grands nombres. Donc à l'instar du Nigeria, en 2050, on peut espérer, moyennant une bonne gouvernance, que dans cet espace-là, on ait effectivement des PIB tirés vers le haut, des PIB global et PIB par personne. Et en 2100, on aura un espace dont la population globale fera à peu près 357 à 358 millions. Il y a également le PIB par habitant. Pour le moment, il est faible. Le Niger est au plus bas avec 573 $ par personne par an. Il y a pourtant les matières premières, les industries extractives telles que le pétrole, l'or. Mais je pense que la mauvaise gouvernance a tiré vers le bas ce PIB. Le Burkina, par exemple, et le Mali sont respectivement autour de 831 pour le Burkina et à peu près la même chose pour le Mali. Voilà, donc ce PIB-là, il est question pour 2050 de mettre l'emphase sur une meilleure valorisation de nos ressources pour que ce PIB soit par exemple équivalent à celui du Nigeria. Le Nigeria est autour de 4 000 $ par personne par an, le PIB cette année. Le Nigeria ambitionne pour 2050 d'atteindre 33 000 $. 33 000 $, c'est une vingtaine de millions CFA par personne. Et pourquoi pas, effectivement, ces 3 pays du Sahel. L'exemple du Nigeria donc, a été donné, il est actuellement 22e mondial. Voilà, et il sera 14e mondial en 2050, en analysant uniquement les PIB. Contre, par exemple, en 2050, la Turquie qui sera 11e mondial, la France qui sera 12e mondial, l'Arabie Saoudite 13e mondial, l'Égypte 15e mondial. On voit bien que le Nigeria boxe pratiquement dans la même cour que ces grandes puissances. Nous ne sommes pas effectivement de pestiférés. Il faudrait que dans cette zone de l'Alliance des États du Sahel, que nous puissions effectivement là aussi compter un peu dans cette enceinte-là, au moins être parmi les 20 premières puissances économiques mondiales. Alors il convient donc, pour ce faire, de développer 2 à 3 filières importantes par pays, pour lesquelles chaque pays peut être champion, parmi les top 3 mondiales, pour servir donc de wagon de tête à l'économie. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a su développer le café, le cacao et récemment l'anacarde. Et avec ça, elle a un rang mondial honorable, 2e, 3e rang mondial. L'anacarde, c'est même récent. Le Ghana avec le café, le cacao et la transformation récente du cacao. Le Rwanda et l'Ouganda avec les usines de café et de thé.
le Kenya avec les plantes horticoles, le café et le thé. Donc je pense qu'on ne peut pas être premier partout, mais chaque pays doit réfléchir à 2 ou 3 filières fortes pour lesquelles il doit avoir un bon positionnement au niveau mondial. Et pourquoi pas être premier ou 2e rang mondial, en dehors des industries extractives. Il faut créer des usines pour transformer les produits agricoles, issus donc de ces filières importantes-là, et capter la plus-value, et créer du travail pour les jeunes, au lieu de laisser ces matières premières agricoles aller en Europe pour être transformées donc en Europe. Il faut également un transfert de technologie et de savoir-faire. Lorsque les gens s'installent dans notre pays, dans les contrats signés avec eux, il faut mettre en place une équipe solide, capable de négocier avec eux, effectivement, pour inclure dans les contrats cette obligation de transfert de technologie au bénéfice de la jeunesse nigérienne. Il faut s'inscrire également dans une vision long terme, inspirée de notre idéal commun et de notre ligne idéologique. Et voilà, par exemple, ces décors que je plante là donnent un peu quelques points de repère de cette ligne idéologique. Il faut aussi des services de renseignement, d'intelligence et de veille pour la sauvegarde de la patrie, à l'instar de ceux qui sont mis en place par les grandes puissances, avec des recoupements possibles entre les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Il faut également, je pense, un peu aux 9 États actuels africains qui ont actuellement leur propre monnaie. Il s'agit du Nigeria, de l'Égypte, du Maroc, de l'Algérie, du Kenya, d'Afrique du Sud, du Soudan, et du Zimbabwe et de la RDC, qui impriment dans leur propre pays leur monnaie. Il y a 40 autres pays qui impriment ailleurs, par exemple en Angleterre et en Allemagne, leur monnaie. Mais c'est leur monnaie. Et j'ai eu dire, de la bouche en particulier de Tchemogo Melet Kone, qui était un ancien gouverneur de la BCAO, que les 14 États africains de l'Ouest et du Centre doivent continuer avec le franc CFA. C'est ce qu'il dit. Il dit, parce que simplement, du fait que de la faible taille des économies et du coût élevé de la technologie de fabrication des billets et de la rapidité avec laquelle cette technologie change. Donc moi j'ai dit, ce discours-là reflète la position d'une Côte d'Ivoire depuis Oufé qui est restée un peu une sorte d'arrière-cour de la France-Afrique. Je refuse par exemple ce discours et je dis par exemple que Tchemogo a oublié de dire qu'à risque égal, les pays qui fabriquent leur propre monnaie sur leur sol ou qui la fabriquent ailleurs mais en restant maîtres de leur monnaie ne se font pas extorquer 45% de leurs recettes d'exportation. Il faut donc une coopération monétaire, je pense qu'elle est possible, avec les plus fiables parmi les 9 pays que j'ai cités, là. Notamment là où il y a très peu de corruption par exemple, et là où le droit, effectivement, fait légion. Il y a également que les 3 pays de l'AES peuvent aussi installer une technologie commune et la protéger, installer leur propre usine de fabrication de billets et mettre en place des dispositifs sécuritaires pour assurer la monnaie, pour protéger cette monnaie-là. Voilà un peu donc ce que je peux dire. Et pour finir, les pays de l'AES doivent aller vers donc, cette monnaie commune, aller vers une défense commune, c'est déjà fait, des renseignements communs et un parlement commun. Voilà un peu donc pour finir un peu cette page de l'AES, ce que je pourrais ajouter. Au cours de cette session, je pense que le ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence son Excellence Bakary Sangaré, a participé, selon les informations que j'ai reçues à cette session. Mais en écoutant le dernier communiqué du porte-parole du gouvernement, j'ai compris qu'il y a encore des problèmes à résoudre, parce que le secrétaire général des Nations Unies, qui est un simple fonctionnaire et qui devrait observer la neutralité dans les affaires des États. Mais j'ai l'impression également que Guterres est aussi en train de suivre un peu cet esprit de la conférence de Berlin. Je n'oublie pas que c'est aussi un Européen et que dans leur esprit, il faut toujours continuer à saper les efforts
de cette quête de liberté et de souveraineté de notre pays. Mais Guterres se trompe parce que ce sont 26 millions de Nigériens qui disent « stop, ça suffit, le 21e siècle sera africain ». Si les Africains acceptent qu'on leur vole leur victoire, beaucoup de pays européens qui normalement en 2050 seront 15e, veulent continuer à garder 7e ou 8e place. Non, il faut que chacun ait son tour un peu autour de la table. L'Afrique sera autour de la table à l'horizon 2050.